Salut, c'est Thomas et bienvenue dans la Taupinière. Dans cet épisode, je reçois Léopold Lambert, architecte de formation, auteur, fondateur et rédacteur en chef de The Funambulist. Une revue publiée en anglais, français et espagnol qui parle de la politique des corps dans l'espace et toujours dans une perspective internationaliste. Léopold est aussi auteur de plusieurs livres. Le dernier s'intitule État d'urgence, une histoire spatiale du continuum colonial français. Dans cet entretien, Léopold présente son parcours, sa formation d'architecte jusqu'à la genèse du projet The Funambulist. Point par point, il revient sur l'organisation concrète de la revue. Économie, partenaires, rémunération des contributrices, rythme de publication, équipe de travail. Enfin, il partage sa position critique qu'il occupe au sein de la discipline architecturale, notamment à travers ses recherches sur le colonialisme de peuplement en Palestine. Ce podcast est un peu particulier. On l'a enregistré avec Olivier Péricot le 9 janvier 2025, quelques heures avant sa conférence à l'école d'architecture de Saint-Étienne. Une conférence intitulée « L'architecture, une arme coloniale en Palestine » que j'avais à l'origine organisée aux Beaux-Arts de Saint-Étienne. Mais le directeur de l'ESSAD, Éric Jourdan, a décidé de la censurer. Après une lettre ouverte de Léopold, nous l'avons finalement organisée à l'école d'architecture, et je veux d'ailleurs remercier mes camarades des Beaux-Arts et de l'école d'archi avec lesquels nous avons fait pression ensemble pour que cette conférence puisse avoir lieu. Vous trouverez le lien de la conférence ainsi que toutes les références citées dans la description de l'épisode. Merci à Inès Besson pour la création sonore et à l'association Drop, Design Recherche Ouverte Performance à Saint-Étienne, pour leur soutien à ce podcast. Bonne écoute. J'ai fait mes études entre 2003 et 2008, puis entre 2009 et 2010, à Paris pour la première partie et à Brooklyn pour la deuxième, uniquement en architecture. Je dirais que la politisation de ma compréhension de l'architecture est arrivée quand même un peu à la fin de ce qu'en anglais on appellerait mon undergraduate, donc à la fin de mes 5 années d'études d'architecture. Et même à ce moment-là, ça ne se verra pas forcément à la voix sur un podcast, mais je suis une personne blanche. Et assimilé comme homme en particulier. Et du coup, j'avais un peu une compréhension... j'avais toujours cette définition de l'architecture que j'ai toujours aujourd'hui, qui est que c'est la discipline qui organise les corps dans l'espace. Sauf que la raison pour laquelle je parle d'être un homme blanc vis-à-vis de cette définition, c'est qu'à l'époque, je pensais tous les corps comme étant un petit peu égaux vis-à-vis de cette organisation dans l'espace. Et donc en fait, ça a pris plusieurs années de rencontres, tant des rencontres physiques de personnes que des rencontres avec des travaux, des lectures et tout ça, qui a fait que bien évidemment, j'ai réalisé ce qui est assez évident pour un grand nombre d'entre nous, à savoir que oui, peut-être que l'architecture est bien la discipline qui organise les corps dans l'espace, sauf que les corps ne sont pas du tout perçus de la même manière en fonction de la manière dont les structures de racialisation, de genre, de validisme, d'hétéropatriarcat s'en emparent, du capitalisme évidemment. Donc voilà, c'est quelque chose qui a pris un petit peu de temps à intensifier quelque part cette interprétation de l'architecture. Et je dois dire, à ce titre, vraiment super reconnaissant justement en tout cas quand il s'agissait de rencontres de personnes en chair et en os, de leur patience, de leur enseignement et de leur temps. Généralement, ça a beaucoup été ça, c'est-à-dire j'avais notamment à partir de... Le Funambulist en tant que blog existe depuis 2010, mais en 2013, j'ai commencé le podcast. Et justement, ça a été vraiment un petit peu dans le cadre de ce podcast. Je faisais 2 interviews d'1 heure par semaine, donc c'était assez intense, avec beaucoup moins de montage que celui qu'on est en train de faire tout de suite. Donc c'était l'avantage, ça permettait quand même d'avoir un rendement assez fort. Mais je suis toujours très reconnaissant envers les personnes qui ont accepté comme ça de me rencontrer, de répondre à mes questions, qui parfois étaient sans doute des questions un peu, peut-être pas bêtes, mais quand même un petit peu naïves et un petit peu externes aux différentes questions que ces personnes-là pouvaient étudier de manière très en profondeur dans leur environnement, qu'il soit universitaire ou militant. Et donc voilà, c'est un travail plutôt d'éditeur, ce travail de podcast qui du coup a mené vers le travail du magazine sur lequel on reviendra tout à l'heure.
Mais du coup, ça a aussi informé ma propre compréhension de l'architecture et du coup ma pratique peut-être un petit peu plus... ma pratique d'écriture ou de recherche. J'avoue, dès que je parle de ça, j'ai toujours autant je me reconnais totalement en tant qu'éditeur, autant que si jamais je commence à dire chercheur, écrivain, auteur, tout ça, j'avoue que je suis un tout petit peu plus mal à l'aise parce que les étudiantes et les étudiants ou, en architecture ou les architectes qui nous écouteront ne savent que trop bien à quel point on écrit mal. Et du coup, j'ai beau avoir beaucoup écrit dans ma vie, j'ai jamais réussi à trouver le niveau de confort pour me penser véritablement comme quelqu'un qui écrit et tout ça. Mais il s'agit un petit peu de ce parcours-là. Et j'avoue qu'en fait, encore à l'époque, je disais 2013, tout ça, à l'époque, je pensais encore que j'allais devenir architecte au sens vraiment classique du terme. Alors classique, pas sur les projets que ça aurait impliqué, hein. Déjà à l'époque, évidemment, ça aurait voulu dire des projets très politisés, au service du bien public, si tant est qu'une telle chose existe de manière un peu naïve. Mais voilà, je pensais que ce serait le cas. Et en fait, en 2015, je suis rentré en France après 5 ans passés à New York. Et j'ai voulu vraiment être à plein temps sur cette activité. Et je me suis dit, bon, enfin, sur mes propres travaux, on va dire. Et je me suis dit, bon, quand même, à l'époque, ça faisait, j'ai dit 2010, mais en gros, il faut remonter même à 2007, à l'époque où, avec deux amis, Martin Le Bourgeois et Marcel Marquet, on avait un petit blog, justement, qui était un peu l'ancêtre du Funambuliste. Ça faisait du coup 8 ans déjà que je travaillais à parler à une communauté d'idées et qui, mine de rien, à l'époque, dans le contexte architectural, je dis pas qu'on était tout seul et qu'il faut pas se romantiser un petit peu une espèce de solitude un peu ridicule, mais on va dire que je vois plus de choses très belles et très inspirantes se créer aujourd'hui dans les écoles d'archi. Alors, bien souvent à l'insu de l'institution elle-même, mais tout de même dans l'institution, qu'à notre époque. Ça, pour le coup, c'est assez sûr. Et du coup, voilà, d'avoir un petit peu cette communauté de personnes avec qui on pouvait réfléchir ou qui étaient juste intéressées de lire autour de ce genre d'idées, des complicités notamment coloniales de l'architecture, notamment en Palestine, mais aussi ailleurs. Je me suis dit, bon, bah, peut-être un petit peu, ce serait bien de continuer à construire dessus. Et du coup, ça a donné naissance au magazine, qui était aussi une manière, au-delà du fait que c'était un projet ambitieux et qui me parlait, qui me tenait à cœur, c'était aussi une manière de générer une économie qui fasse que le projet lui-même puisse s'autosuffire et fournir les moyens pour moi de faire ça à plein temps. Et puis, un petit peu plus tard, dans cette trajectoire-là, d'autres personnes que moi, mais on y reviendra, je pense. Du coup, le premier numéro du magazine, il est paru, on l'a sorti officiellement en début août 2015. On a fait un petit événement à New York à l'époque. Et c'est donc le numéro de septembre-octobre 2015. Et en fait, le magazine, il paraît tous les 2 mois. Donc on ne s'est pas arrêté depuis là. Donc on en est au numéro 57 à l'heure où on enregistre cette conversation. Il y a un numéro que j'ai pas du tout fait parce que c'était mon congé parental, numéro 37. C'était édité par l'ami Zoé Samutsi et un petit peu en accompagnement des anciennes membres de l'équipe et puis de Shivangi Mariam Raj, qui est notre responsable des communications depuis 3 ans. Mais sinon, oui, j'ai toujours été le rédacteur en chef de tous les autres numéros, même s'il y a eu quelques numéros où on a eu des éditorices invités.
Alors à l'époque où je me posais la question de savoir quel serait un beau projet, voilà, sur lequel se lancer à plein temps, le funambuliste aurait pu finalement prendre deux trajectoires, celle qu'il a finalement pris, qu'elle a prise, qui est donc le magazine, ou alors à un moment je me suis dit pourquoi pas une maison d'édition, notamment beaucoup ancrée sur la traduction. Alors peut-être à l'époque je me disais peut-être traduire de l'anglais vers le français, c'est-à-dire essayer de prendre un petit peu ces recherches qui m'avaient moi touché à l'époque où j'habitais à New York et peut-être de pouvoir les traduire vers le français. En même temps, j'étais quand même assez intéressé par faire l'exact travail inverse, c'est-à-dire vraiment d'aller prendre des travaux qui étaient produits à l'époque en France. Alors il faut se remettre en 2015, où quand même le mouvement antiraciste n'était pas encore très publié dans les maisons d'édition, mais était très vibrant et arrivait à rencontrer, on va dire, des victoires, pas forcément des victoires politiques au sens vraiment identifiable du terme, mais par exemple, je pense que c'est à peu près autour de ce moment-là que le concept de blanchité en France s'est imposé comme étant quelque chose un petit peu d'inéluctable et que ça aurait pu être un beau projet aussi. Mais j'avoue que je suis assez attaché avec une certaine rapidité. Alors le Funambuliste, c'est pas un journal, c'est pas un magazine de ce qu'en anglais on appellerait le hot takes, c'est-à-dire on n'a pas des articles comme ça qui sont publiés sur des situations qui sont un petit peu en train d'arriver là tout de suite et on essaie d'aller au plus vite sur quelque chose. On est plutôt sur du moyen terme, on va dire, c'est-à-dire quand même des choses qui sont quand même en cours, mais qui parfois sont en cours depuis des années, voire des décennies. Mais il y a quand même la dimension rapide dans le sens où, voilà, alors c'est de moins en moins vrai pour des raisons linguistiques sur lesquelles je vais arriver dans 2 secondes. Mais à une certaine époque, en tout cas, voilà, les textes étaient finis et ils étaient publiés un mois plus tard. C'est-à-dire qu'entre vraiment la fin des textes et la publication, avec entre-temps évidemment l'impression et tout ça, il y avait vraiment un mois qui se passait. Donc il y avait quand même une forme de rapidité qui m'avait toujours frustré, moi, quand j'ai écrit des bouquins et que je disais quelque chose et j'avais l'impression que c'est comme si voilà, je disais quelque chose tout haut et que cette chose était entendue genre un an plus tard, quoi. Donc j'aimais bien ce rythme. Alors je disais c'est un tout petit peu moins vrai aujourd'hui parce que maintenant on publie pas juste en anglais, l'anglais c'était aussi juste parce que c'était un peu la lingua franca de moi de la petite communauté que je m'étais créée à l'échelle mondiale. Pas du tout que l'ensemble des membres de cette communauté avaient pour première langue l'anglais, très loin de là, mais c'était notre manière de discuter et de penser. Mais c'est vrai que depuis fin 2023, on publie également en français, et depuis fin 2024, on publie également en espagnol. Donc autant dire qu'il faut laisser un petit peu plus de temps à la traduction. Donc maintenant, des textes qui se finalisent, généralement sont publiés plutôt 2 mois et demi plus tard. Donc le format rapide, c'est un tout petit peu ralenti, mais quand même pas au point d'être comparable à celui d'une maison d'édition de livres. Pendant longtemps, les personnes qui ont pu m'accompagner au bureau, les 5 personnes que je peux nommer, qui sont Noël Geller, Flora Ergon, Nadia El Hakim, Caroline Honorien et Margarida Wako. D'ailleurs, chronologiquement, j'aurais dû dire Margarida Wako avant Caroline Honorien. Ont toutes travaillé à mi-temps, parce que c'était un peu tout ce que le budget permettait à l'époque. Et du coup, il y a eu un peu un tournant, on va dire, un premier tournant dans l'histoire du magazine, lorsque j'ai été à même de pouvoir avoir une personne à plein temps à mes côtés, en l'occurrence Shivangi Mariam-Raj, qui est toujours là aujourd'hui et qui est notre responsable des communications. Et effectivement, récemment, là au jour où on se parle, on est 4 au bureau. On a Sofia Kouri, qui est notre responsable des communications en espagnol, qui nous accompagne au moins pour 1 an sur ce projet
de magazines en espagnol, enfin de traduction en espagnol, et Asiat Amerjan qui nous a très récemment rejoint et qui est notre office manager, donc en charge en particulier de toute la dimension logistique que Shivangri Mariam et moi-même prenions en charge ces dernières années et qui commence à devenir à faire un sacré volume, donc on avait besoin de quelqu'un qui vienne nous aider et j'avoue que ça a toujours été un peu dans mes ambitions d'avoir une équipe qui s'agrandit comme ça, même si ça a pris un certain temps pour y arriver. Le magazine lui-même, il est à 100% auto-financé, à 2/3 par les abonnements. Et effectivement, c'était vraiment le modèle économique que j'ai essayé de mettre en place. Ceci pour un certain nombre de raisons. J'avoue que j'aimais l'idée que symboliquement les gens, en fait, un abonnement égale soutien, quoi. C'était un peu symboliquement, c'était mon idée. Et encore aujourd'hui, quand on s'adresse aux abonnés du magazine, on dit tout le temps merci beaucoup de votre soutien et tout ça. Donc déjà pour ça, ensuite parce que du coup ça crée quand même une rentrée d'argent très stable, très stable, quand 2/3 des revenus sont vraiment de l'abonnement, ça veut dire évidemment que les gens se désabonnent et qu'on a des nouveaux abonnements et tout ça, mais on va dire ça crée une stabilité beaucoup plus grande que si on basait tout sur la vente du magazine, et là du coup on ne serait pas à l'abri qu'un numéro marche moins bien, ça arrive, hein. Et du coup, ça voudrait aussi dire qu'on se méfierait un peu des sujets où on se dirait « Ah, peut-être que celui-ci marcherait moins bien ». Alors que là, avec l'abonnement, j'ai envie de dire, je sais pas, je prends un exemple, on a fait un numéro il y a un certain temps maintenant, en 2022, pour les 60 ans de l'indépendance algérienne. La révolution algérienne, c'est typiquement le genre de truc qui, dans le monde anglophone, on aime bien y penser parce que ça fait un peu exotique comme ça dans le monde anglophone, mais c'est pas quelque chose sur lequel les gens forcément achèteraient ou quelque chose comme ça, même si voilà, c'était vraiment la révolution algérienne et le monde, donc c'était pas du tout un truc nombriliste sur l'Algérie. Mais du coup, c'est assez génial parce que ça permet de faire en sorte que justement ce public-là qui ne l'aurait pas acheté l'ait quand même dans ses mains parce qu'en fait il n'a pas le choix, il s'est abonné et finalement soit de manière très sincère super intéressé par le sujet au final. Donc c'est un petit peu comme s'ils nous faisaient confiance quelque part sur les sujets qu'on allait leur proposer. Donc je trouve ça assez joli. Donc ça c'est 2/3 du financement. Après on a peut-être... on a un autre 6e, même un peu plus que ça, qui sont sur les ventes. Alors plutôt les ventes en ligne que les ventes en librairie, mais bon, il y a un peu des deux. Et puis après, bon voilà, on a chaque personne qui aura tenu le magazine dans les mains aura bien vu qu'on a une publicité du Centre canadien d'architecture sur la 4e de couverture, tous les numéros depuis le numéro 10, donc c'est un partenariat... Enfin, je leur suis très reconnaissant parce qu'ils ne nous ont jamais lâchés et vu qu'on augmente tout le temps le tirage, ça veut dire qu'on augmente le prix tous les ans et ils continuent à être avec nous, donc je leur suis reconnaissant, d'autant que c'est pareil, le sujet des expositions sur ces publicités sont quand même généralement assez intéressantes, même si c'est pas... Enfin, je veux dire, on n'a pas... le funambuliste n'endorse pas ces expositions juste par le fait d'avoir un contrat publicitaire, mais en tout cas, voilà, je crois que c'est arrivé qu'une seule fois où je leur ai dit que je sais pas, je sais même plus de quoi il s'agissait, mais où j'avais un petit problème avec leur pub et ils ont de manière très aimable changé ça. Alors après, on a aussi d'autres projets qui peuvent exister. Et on a reçu quand même pas moins de 4 fois, peut-être même 5, je ne sais plus, une bourse de la part de la Graham Foundation à Chicago, qui soutient pas mal de projets d'architecture, mais architecture vraiment compris au sens très large. Mais voilà, moi mon rapport à la bourse et aux subventions, il est un petit peu plus là-dessus, c'est un peu plus sur des projets ponctuels que sur quelque chose qui nous rendrait dépendants à ça, et qui nous mettrait en danger si on comptait dessus et que tout d'un coup on ne l'aurait plus. Donc ça c'est le modèle économique de rentrée d'argent, et puis après d'un point de vue du modèle de sortie d'argent, que dire déjà que nos contributeuristes sont payés,
mal payé, je devrais dire. C'est entre 200 et 300 euros l'article, ce qui, en fonction des personnes et en fonction des lieux géographiques où ces personnes vivent, paraîtra pas mal ou au contraire quand même pas terrible. Pas terrible dans le sens où c'est quand même pas mal de boulot. Enfin, on parle de 200 ou 300 euros pour des textes de 2000-3000 mots, qui parfois impliquent quand même un peu de recherche et tout ça. Bon, c'est ce qu'on peut se permettre, entre guillemets. Oui, on a des gens qui font beaucoup de travail académique, qui ont tellement pas l'habitude d'être payés que tout d'un coup, ils sont quand même très contents. Des gens qui nous disent qu'ils veulent pas être payés pour des sujets qui sont de l'ordre de leur participation militante à quelque chose comme ça. Des gens qui refusent le paiement parce qu'ils sont solidaires avec le magazine et tout, même si c'est pas du tout quelque chose qu'on encourage. Et puis, bon, ça peut arriver, on va dire que parfois je sais bien que la personne à qui je demande d'écrire un texte est dans une situation particulièrement précaire, et dans ces cas-là, bien évidemment, on essaie de peut-être doubler ou quelque chose comme ça. Mais je dois dire que, voilà, on va dire que la plupart des gens qui sont d'accord pour reconnaître que c'est pas énorme auront tendance à dire souvent que, bon, voilà, que c'est un magazine qui leur parle particulièrement, donc ces personnes sont prêtes à peut-être faire un petit effort de pas recevoir un cachet, pas un cachet énorme pour quand même tout de même écrire, mais je tiens à faire cet équilibre entre le fait que c'est très important pour nous de payer, et ça depuis le premier numéro, et à la fois bien dire que on n'a pas de quoi se vanter parce que c'est pas énorme, quoi. Ouais, alors je retiens qu'effectivement le public auquel on s'adresse aujourd'hui, il est assez studentin. Et effectivement, alors ça vaut ce que, enfin, dans d'autres contextes, j'aurais l'impression un peu d'être, de dire un peu des choses un peu candides et même un peu clichés, mais effectivement, mais c'est vrai qu'en fait, on ne donne aucune valeur à la renommée d'une personne ou d'une autre pour lui demander un texte. Voire même à l'inverse, moi j'adore être le premier éditeur de quelqu'un, quoi, de quelqu'un qui sort de l'école ou qui est encore par ailleurs, et qui me dit bah oui, moi j'ai rien publié, enfin j'ai écrit des papiers pour mes profs, mais je veux dire j'ai rien publié. Donc ça c'est toujours très beau, et généralement c'est des personnes absolument brillantes, donc oui, exactement exactement, elles ont juste besoin d'un accompagnement, qu'on leur pose les bonnes questions aux bons endroits de leur texte, qu'on conteste un certain nombre de choses, peut-être qui peuvent être un tout petit peu des espèces de solutions de facilité. Je sais pas, par exemple, je prends un exemple, et c'est vrai que c'est là aussi où en tant qu'éditeur blanc, il faut être un peu à l'aise avec un certain nombre de choses, parce qu'il y a plein de... Enfin, moi, par exemple, ça m'arrive très souvent d'avoir des contributrices noires états-uniennes, y compris justement des personnes d'une génération qui est même plus jeune que la mienne, et de me rendre compte que ces personnes-là, pour parler des personnes noires aux États-Unis, disent le mot afro-états-unien. Et je leur dis, mais en fait, est-ce que le fait que là tu impliques une appartenance de citoyenneté à un pays, et aussi le fait que, bon, ça c'est un peu spécifique à ce terme-là, mais en fait afro-états-unien, c'est quand même aussi, ça désigne quand même plus volontiers les personnes qui sont descendantes de l'esclavage que les personnes africaines qui ont pu arriver après l'abolition, voire assez récemment, voire être des personnes sans papier ou étrangères, tout simplement sur visa, mais qui du coup ne répondent pas du tout à cette désignation-là. Et je lui dis, bah oui, mais en fait, peut-être, c'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, enfin, bon, généralement je ne poserai pas cette question si j'ai l'impression que dans le texte, effectivement, on désigne exactement cette communauté-là précisément, qui est une très grande communauté aux États-Unis évidemment, mais si j'ai l'impression qu'en fait on veut dire les personnes noires aux États-Unis, eh ben, on n'a peut-être pas forcément besoin d'utiliser ce terme-là. Donc voilà, ça peut être ce genre d'accompagnement aussi, mais qui là pour le coup n'est pas forcément juste exclusif aux personnes
aux personnes jeunes et qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience dans l'écriture. Ça peut aussi être... Enfin, sur la question des États-Unis, ça arrive souvent parce qu'en fait, on a énormément de personnes qui sont tellement habituées à ces automatismes-là qui en fait se rendent plus compte de ça. Bon, là, j'utilise un exemple, hein, mais ça peut être d'autres choses. Et puis, de manière très intéressante, là aussi, je peux aussi, moi, contester quelque chose, et puis on peut me répondre « Non, non. Ce que j'ai voulu dire, là, c'est ce que j'ai voulu dire. » Donc, et à quelques toutes petites exceptions près, notamment autour du terme intersectionnel, que personnellement, je réserve uniquement à la condition. Alors, je sais que c'est un petit peu extrême comme chose, mais je pense qu'il a été trop utilisé de manière totalement ridicule, que du coup, je suis devenu un peu extrême dans mon travail éditorial là-dessus, et je ne l'autorise, entre guillemets, que pour définir un certain nombre de conditions, de conditions structurelles et politiques des femmes noires à certains endroits du monde. Ce qui n'est pas forcément exactement la manière dont il a été forgé, mais c'est une manière de... Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que ça n'arrive pas si souvent que quelqu'un qui me renvoie dans mes cordes en disant « Non, là je ne suis pas d'accord avec ta manière d'intervenir », ça arrive très peu souvent que je revienne à la charge en disant « Non, alors quand même, c'est important ». Donc, mais voilà, tout ça c'est le travail éditorial et c'est super intéressant, et ça l'est tout autant avec quelqu'un qui n'a jamais publié que finalement quelqu'un qu'on a l'habitude, mais qui prend suffisamment au sérieux la mission pour qu'il y ait des conversations intéressantes qui se créent autour de ça. L'objectif des articles tels que enfin vraiment l'ambition que j'ai pour chaque article, c'est que ça puisse être un article qui soit de manière égale intéressante pour des personnes qui connaissent mal la situation qu'on est en train de décrire que des personnes qui la vivent. C'est pas facile, hein. Ça veut dire vraiment ça veut dire refuser quelque part l'acte de pédagogie. C'est-à-dire vraiment prendre par la main les gens qui ne connaissent pas. Et ça, j'avoue que c'est un truc qui m'énerve aussi un petit peu dans notre moment Instagram et compagnie, le coup des grands titres de ce truc-là dont personne ne parle, ou ce truc-là que nous devrions connaître. Ça, je fais, mais c'est qui nous, en fait, là? C'est-à-dire à un moment, si c'est ce truc-là dont personne ne parle et qu'on parle, je sais pas, du Congo ou de la Papouasie occidentale, comment ça se fait que les Congolais et les Papous, ils font pas partie de ce nous dont on est en train de parler, quoi. Donc l'ambition, encore une fois, c'est d'arriver à des textes qui soient suffisamment généreux pour que justement des personnes qui ne soient pas forcément au fait des situations données puissent se sentir tout de même... alors, c'est pas concerné, c'est pas inclus, mais mobilisé, traversé par les problématiques un petit peu articulées dans l'article en question, mais que finalement les questions que le texte mobilise puissent finalement nous faire avancer, dans les idées les personnes qui vraiment vivent ce genre de situation. Alors je peux peut-être prendre un exemple. Moi j'ai un texte que j'ai adoré publier, qui est écrit par quelqu'un qui s'appelle Floridalma Boj-Lopez, qui est guatémaltèque et habitante de Los Angeles. C'était dans notre numéro qui s'appelait Decentering the US, donc décentrer les États-Unis. Qui tentait non pas de dire que les épistémologies de résistance ou les épistémologies radicales venant des États-Unis étaient forcément mauvaises et dont il fallait absolument se détourner, mais que bon, voilà, le fait est qu'on est quand même très, en France en particulier, mais dans énormément d'endroits dans le monde,
on est quand même très tributaire des épistémologies créées depuis les États-Unis. Ça ne veut pas forcément dire par des personnes états-uniennes par ailleurs, mais qui implique un certain truc. Les États-Unis, c'est une colonie de peuplement, donc déjà, je sais pas, si on pense à la blanchité, déjà, la blanchité états-unienne, elle est absolue, c'est-à-dire c'est les colons. Donc, peu importe que vous venez d'Europe de l'Est, du Caucase, parce qu'ils appellent les Blancs les Caucasiens qui ne sont même pas européens, c'est-à-dire les Arméniens, les Tchétchènes, les Géorgiens, tout ça. Alors que peut-être qu'il y a d'autres endroits dans le monde où la blanchité a besoin d'être appréhendée de manière un petit peu plus nuancée, ce qui ne veut en aucun cas dire que... Enfin, en tout cas, ce qui ne nuance en aucun cas la blanchité occidentalo-européenne qui est celle qui a créé l'idée, quoi, quelque part, de la racialisation, qui a été le moteur idéologique du colonialisme. Mais bref, pardon, je reviens à mon texte de Florida Alma. Je lui demande d'écrire un texte qui, pour moi, est une intuition. Et c'est là que c'est intéressant. Pour moi, c'est une intuition. Pour elle, cette intuition, elle la dépasse déjà. Enfin, elle la dépasse largement. Et donc, c'est là où il se passe des choses très, très, très belles. Je lui demande, est-ce que tu peux écrire un texte qui mettrait à mal l'appellation Latinx dans un contexte états-unien, et puis du coup dans un contexte global, parce que c'est un terme qu'on a tendance à utiliser, bon, généralement pour définir quand même, pour parler de personnes qui viennent du sud de la frontière totalement coloniale entre la colonie qu'on appelle les États-Unis d'Amérique et la colonie qu'on appelle les États-Unis mexicains, c'est-à-dire le Mexique, mais le nom complet du Mexique, c'est les États-Unis mexicains, pour définir toute personne qui vient du sud de cette frontière de la même manière que cette personne soit d'origine de l'immense kidnapping européen de plus de 12 millions de personnes africaines pour les esclavagiser de l'autre côté de l'océan, de personnes autochtones d'Abya Yala, ou finalement de descendants de colons qui, d'un point de vue de la blanchité, n'ont pas forcément énormément de choses à envier aux Européens. Donc, est-ce que tu peux mettre à mal ce concept pour plutôt penser au fait que, en fait, mine de rien, un certain nombre de personnes qu'on définit comme Latinx, donc latino, latina, aux États-Unis, sont finalement des personnes autochtones au continent qui, pour des raisons de précarité économique, généralement sur lesquelles les États-Unis ont un impact déjà à la base, alors au Mexique avec l'ALENA et tout ça, mais enfin bref, sur un certain nombre de choses, se retrouvent du côté nord de la frontière, mais finalement, en cela, continue un certain nombre de trajectoires autochtones, parce qu'on pense toujours aux autochtones comme étant des espèces de sédentaires qui bougent jamais de leur écosystème, alors qu'en fait les parcours migratoires autochtones ils sont aussi vieux que le monde. Bref, pardon, c'est très long ce que je raconte, mais c'est vraiment un texte que j'adore, donc clairement, et dans un numéro que j'affectionne particulièrement aussi. Et en fait, elle est déjà beaucoup plus loin que cette intuition, qui est une bonne intuition quelque part, c'est pas le problème. Mais par exemple, déjà, elle va dire, écoutez, oui, totalement, et notamment, elle est maya, elle se définit beaucoup moins comme guatémaltèque que comme maya, et les mayas, en plus, dépassent les frontières coloniales, il y en a du côté du Mexique autant que du côté du Guatemala. Et en fait, déjà, elle dit une chose, elle dit, bon, le terme Latinx, c'est vrai que quand il est apposé comme ça de l'extérieur, c'est une chose, mais à un moment, quand les gens se reconnaissent eux-mêmes dans cette identité politique, c'est quand même un peu difficile de leur dire non, vous savez quoi, c'est de la merde cette identité. Et ensuite, elle dit, et elle me l'a montré quand on a pu se voir à Los Angeles, en fait, il existe aujourd'hui au sein de la diaspora mésoaméricaine en particulier, et ce qu'on appelle Chicanx, c'est-à-dire les personnes qui viennent du Mexique aux États-Unis, d'une espèce de fantasmagorie d'origine aztèque ou ce genre de choses. De gens qui probablement, d'un point de vue strictement généalogique, ne viennent absolument pas du monde aztèque, qui est un monde impérial aussi, c'est-à-dire qu'à un moment les Aztèques ont été défaits par les conquistadors, mais le monde aztèque c'est quand même un monde de violence impériale également.
Donc voilà, donc elle vient complexifier tout ça pour dire que voilà, c'est les plus beaux résultats du travail éditorial. C'est-à-dire, on part d'une intuition qui est la mienne, de ma propre subjectivité, qui est pas une mauvaise intuition, mais qui est une intuition que je peux pas avoir dans d'autres endroits, où en fait je n'ai pas encore été assez affecté par les épistémologies locales pour pouvoir poser ce genre d'intuition, poser ce genre de questions, qui elles-mêmes peuvent ensuite se faire largement dépasser, parce qu'en fait la personne à qui je demande est la personne parfaite à qui demander ça, travaille sur le sujet et en fait me dit, alors c'est intéressant ce que tu dis, mais par contre je vais reformuler un peu et tout ça, et c'est génial quand il se passe ça. L'architecture qui m'intéresse, quand je dis qui m'intéresse, c'est y compris dans une critique féroce, hein, évidemment. C'est pas forcément une architecture qui est construite par des architectes, je m'en fiche un petit peu. Enfin non, c'est pas vrai, je m'en fiche pas, dans le sens où je veux toujours mettre les architectes devant leurs responsabilités, à dessiner des espaces de détention, par exemple, aussi bénin soit-il. Enfin, je pense à LAN Architecture qui, encore sur son site web, se vante d'avoir construit une prison qu'ils définissent comme minimum sécurité, parce que mine de rien, je pense qu'on a beau être complètement dépolitisé en tant qu'architecte, on peut quand même un tout petit peu se dire qu'une prison, c'est quand même pas très cool, donc il vaut mieux bien dire sur le site web que c'est minimum sécurité. Ce genre de choses, ou alors évidemment, mine de rien, des commissariats ou des prisons, c'est quand même pas, il y a quand même pas... La majorité des agences d'architecture ne contribuent pas forcément à ça, que ce soit par choix ou juste parce qu'ils n'en ont même pas l'opportunité. Mais par exemple, voilà, des ensembles d'immeubles, de logements ou de bureaux dans des espaces de nos villes qui sont en grande vulnérabilité face à la gentrification et la spéculation immobilière ou ce genre de choses. Bon, bah, alors ça, pour le coup, là, on se situe vraiment dans une majorité des agences d'architecture. Et dans des situations de colonies de peuplement, bah, j'ai un peu envie de dire n'importe quelle structure quelque part est en soi une violence contribuant au colonialisme aussi. Donc voilà, moi de toute façon je suis en permanence en train de parler à des personnes architectes et à pas du tout leur parler d'un autre côté. C'est-à-dire que je fais toujours ces deux mouvements. De la même manière qu'à travers mon travail, j'ai pu peut-être commencer plus tôt à essayer de politiser l'architecture. Et là, ça fait quand même un sacré bout de temps que j'essaie plutôt d'architecturaliser la politique, c'est-à-dire de plutôt penser la politique à travers les espaces, la géographie, les territoires, la ville, l'architecture, les objets, les vêtements, tout ça. C'est plutôt ce chemin-là qui m'intéresse aujourd'hui, même si au final, on peut, même au sein même d'un même travail, on peut essayer de faire un petit peu les deux à la fois, quoi. Mais en tout cas, le magazine, le Funambuliste, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un magazine d'architecture, c'est pas un magazine pour les architectes. Mais quelque part, je dis souvent que c'est presque un cadeau à leur faire de pas leur parler directement. En tout cas, je me définis pas comme militant utilisé comme un nom. Éventuellement comme un adjectif, je veux bien, mais du coup, c'est pas moi. L'adjectif ne se rapporte pas à moi, il se rapporte à un travail. Et je pense opposer un travail scientifique à un travail militant, c'est déjà, encore une fois, faire le jeu d'une supposée objectivité qui serait le travail scientifique. Et chose que... Enfin, bon, là, j'espère que quand même tout le monde est un peu... à part justement... un certain nombre de personnes qui, dans les institutions, qui ont du mal à faire la part des choses. Je pense que quand même, si on s'adresse à un public relativement jeune, je pense que tout le monde a quand même bien compris maintenant que l'objectivité, ça n'existe pas. Et tout ce qui est de l'ordre de la documentation de structures coloniales, par exemple, pour parler de ce travail-là, en Palestine en particulier, c'est à la fois un travail scientifique et un travail militant. C'est-à-dire que c'est la partie, finalement, qui refuse à ce travail de devenir un travail de propagande, c'est la partie qui peut nous amener à poser des questions qui ne sont pas forcément faciles à répondre. L'une d'entre elles qu'on a pu poser dans notre numéro 46, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Questioning Our Solidarities », où
un très cher ami, Karim Katan, a bien accepté d'écrire ce texte. Et par exemple, qu'est-ce que ça veut dire dans l'internationalisme à l'échelle mondiale que la Palestine soit aussi centrale, par exemple? Est-ce que ça invisibilise des choses, par exemple? Bon, on l'a écrit avant le début du siège génocidaire sur Gaza, mais je pense que c'est toujours actuel aujourd'hui. Ça l'est presque encore plus, même si on comprend bien évidemment que cette centralité elle est due à une urgence absolue. Mais donc ça, c'est des questions pas évidentes, mais qu'on peut se poser entre nous, entre guillemets. Enfin, faire nous, c'est aussi très important. Et le magazine, moi, c'est aussi ce que je dis souvent, c'est qu'on peut se permettre de poser des questions pas faciles, parce que finalement, on est capable d'assimiler le lectorat à un certain nous. Que finalement, si des fachos lisaient le magazine, ils pourraient dire « Ah, bah vous voyez, eux-mêmes, ils sont pas d'accord, eux-mêmes disent que la blanchité, c'est plus compliqué que ce qu'on en dit. » Enfin bref, ce genre de choses. Fort heureusement, les fachos ne nous lisent pas. Mais du coup, voilà, le travail de documentation. Après, effectivement, on va dire que ce qui apparaît comme militant et ce qu'il est sans doute, et c'est pas grave parce que moi, au final, c'est ce pourquoi je fais les choses, c'est pour être utile aux luttes. Donc à partir du moment où c'est ça, c'est pas grave du tout d'être apposé le terme militant, mais c'est les termes qu'on utilise pour finalement caractériser les situations qu'on décrit. Donc à un moment, si on va parler de colonialisme de peuplement, si on va parler d'apartheid, si on va présenter l'État d'Israël comme étant foncièrement un État colonial, et finalement tout ça, c'est poser des questions cruciales, parce qu'en fait, je parlais de la propagande comme un travail militant non scientifique quelque part. Il y a aussi le journalisme en France. Enfin, je plaisante, mais je veux dire les espèces de télé, de news continue. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment, dire aux gens « reconnaissez-vous l'État d'Israël », par exemple, ou condamnez-vous les attaques du Hamas le 7 octobre 2023, c'est ce que Deleuze appelait des interrogations, c'est pas des questions. Et même, on pourrait dire, c'est pas des interrogations, c'est des interrogatoires. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont des questions qui ne veulent rien dire, en fait. Reconnaissez-vous l'État d'Israël? Qu'est-ce que ça veut dire, cette question-là? Est-ce que vous reconnaissez qu'il existe? Bah oui, on est bien obligé, on voit bien que son armée occupe tout ça. Est-ce que vous reconnaissez sa légitimité? Non. Mais est-ce que je reconnais la légitimité de l'État français? Non. Enfin, je sais pas, je me définis pas particulièrement comme anarchiste, mais j'ai quand même une grande suspicion sur à peu près tous les États qui puissent exister. Donc généralement, la question de la légitimité d'un État, moi, c'est pas forcément quelque chose qui me parle énormément. Et encore, je dis l'État français, en fait, on pourrait juste prendre tous les États des colonies de peuplement, que ce soit l'Australie, les États-Unis, le Canada et ainsi de suite. Et ce serait pareil, évidemment qu'on ne reconnaît pas une légitimité à ça. Ensuite, condamnez-vous les attaques du Hamas du 7 octobre. Déjà, de quoi on parle? On parle du fait de s'échapper d'une prison à ciel ouvert à coups de bulldozer, chose absolument magnifique que je continuerai à définir comme telle. Et c'est ça qui a pu poser problème dans le passé sur les censures de mes conférences. C'est littéralement cette caractérisation comme magnifique de détruire un mur comme ça qui garde les gens dans un état de survie simple, quoi. Est-ce qu'on parle de la lutte armée palestinienne à l'encontre d'une armée coloniale ou de milices coloniales ou de police coloniale? Ou alors est-ce qu'on parle des massacres qui ont été commis par un certain nombre de ces militants de personnes colons non armées? Bon, alors déjà, quand on parle de cette troisième chose, eh ben, on ne parle pas des deux autres. Donc c'est aussi, on peut tout à fait très bien dire je soutiens la lutte armée palestinienne. Mais de toute façon, je connais personne qui va dire je soutiens la lutte armée palestinienne, y compris lorsqu'elle exécute
des gens qui n'ont pas d'armes. Personne ne dit ça, même j'ai presque envie de dire, pour être un tout petit peu dans la provocation, j'ai presque envie de dire, même les gens qui ont appuyé sur la gâchette ne pensent pas ça, ne disent pas ça. Ils l'ont quand même fait. Mais quelque part, ce que j'ai essayé d'articuler récemment dans une conférence pour le super séminaire d'Elsa Dorlin qui s'appelle « Travailler la violence », c'est que la question n'est pas de savoir si on condamne ou pas. La question est de savoir que si on est solidaire avec la lutte du peuple palestinien, ça veut dire qu'on est obligé de vivre avec ces massacres également, comme faisant partie des nôtres, comme faisant partie de quelque chose qu'on a sur notre conscience. Et voilà, et c'est tout. Et donc c'est pas se situer à l'extérieur en disant « je condamne quelque chose ». Et puis après, la question du Hamas, c'est encore une autre question. Mais personnellement, moi, j'ai beau travailler depuis 15 ans sur la Palestine, le Hamas, j'y connais pas grand-chose, pour être tout à fait honnête. Donc pareil, si on me demande mon avis sur un truc sur lequel je ne connais pas grand-chose, j'ai très peu travaillé, même en Cisjordanie, où j'ai un peu plus l'habitude d'être, je n'ai pas forcément rencontré énormément de militants du Hamas là-bas. Je ne suis pas capable c'est ça aussi la scientificité de quelque chose, c'est d'accepter de dire je ne sais pas quand on ne sait pas, très simplement. Et donc voilà, donc en fait, ça, pour moi, c'est poser des questions importantes, politiques, philosophiques, qui sont du coup ce que j'essaie de faire d'un point de vue éditorial. Tout le reste, toutes ces questions qui en fait n'en sont pas, qui sont juste des espèces d'injonctions à finalement donner des gages que quelque part on est plus proche de ces idéologues, qui ne sont même pas des idéologues parce qu'ils n'ont même pas l'intelligence de travailler un petit peu les idées qu'ils déploient, mais alors, de se situer plus proche d'eux que finalement de personnes en Palestine, c'est non, quoi. La conférence de ce soir, elle reprendra quelque part un petit peu ce que j'avais fait à Zurich quand on m'avait déjà censuré une conférence 48 heures avant qu'elle ait lieu. Donc l'école polytechnique de Zurich qui avait du coup abandonné face à une campagne médiatique qui attaquait un certain nombre de collègues, voire d'amis à moi, et qui m'attaquait moi dans la presse justement sur le fait que j'allais donner cette conférence. Du coup, c'était ça qui s'était passé aussi, c'est-à-dire que et ça je l'expliquerai dans la conférence, que le recteur de l'université, que l'école polytechnique de Zurich me demandait publiquement de condamner les attaques du 7 octobre et tout ça. Chose auquel je lui ai dit, mais vous n'avez strictement aucune légitimité à me demander de dire quelque chose publiquement. Le mot de cette lettre que je lui ai répondu, c'était le mot prérogative. C'est-à-dire qu'il s'agissait de sa prérogative d'annuler la conférence s'il le souhaitait, de faire en sorte que je ne vienne pas sur son campus. Et tout comme il s'agissait de la prérogative des étudiants qui m'avaient invité de le faire. Donc c'est pas du coup dire ça veut dire c'est pas comment osez-vous annuler cette conférence, non, en fait vous pouvez le faire, mais par contre ça veut dire que vous situez comme adversaire politique de tout ce pourquoi on se bat, et du coup nous allons vous traiter comme tel. Donc j'avais fait une lettre ouverte qui a été signée par 2000 personnes. On a fait une conférence alternative en ligne qui a été suivie par 800 personnes au lieu des 50 étudiants qui auraient été là. Au final, on parle de petites conférences qui, encore une fois, développent des idées qui, je l'entends, peuvent être quelque part prises comme un peu radicales ou j'en sais rien, mais qui somme toute sont quand même pas sont le même discours que des centaines d'autres personnes, et en particulier de millions de Palestiniens. Et donc, en fait, ce qui m'avait frappé dans la raison qui avait poussé l'école polytechnique à annuler la conférence, à se justifier de l'avoir annulée,
c'était le fait que je n'avais pas su, je cite, que je n'avais pas su me distancier suffisamment de la violence, sans que la violence soit du tout définie ou quoi que ce soit. Et du coup, j'avais fait une conférence, et du coup, c'est à peu près la même que je vais redonner aujourd'hui, sur l'impossibilité pour les personnes palestiniennes de se distancier de la violence de l'architecture, vu qu'elle les entoure en permanence. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on va faire ce soir.